Les Voix de l'Esprit. Les Voix de l'Esprit. Un podcast éclairé et éclairant avec Julie et Clément. Bonjour Clément, nous voilà de nouveau rassemblés pour une nouvelle émission de podcast pour Les Voix de l'Esprit. Et aujourd'hui nous avons décidé d'explorer la notion de protection. De quoi se protège-t-on ? C'est comme ça qu'on a souhaité nommer cette émission, dans le sens de ce qu'on fait dans la vie pour se protéger d'éventuelles attaques, d'éventuels problèmes. Alors ça peut regrouper tout un tas de types de protection. On connaît bien les assurances, les alarmes, les codes secrets, mais il y a aussi bien entendu d'autres stratégies pour se protéger de potentielles attaques ou de potentielles agressions. Bonjour Julie et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission. C'est un vaste sujet, passionnant, et on va essayer de le définir du mieux que nous le pouvons pour que l'on puisse savoir à la fois de quoi il retourne et puis surtout pouvoir transmettre un regard, des clés qui, je l'espère, pourront servir à chacune d'entre vous pour se sentir bien moins menacé et donc lever quelques protections au fur et à mesure pour avancer vers ce chemin de liberté. Mmh. Et puisque toutes ces protections sont avant tout contraignantes finalement et enfermantes, et contraignent notre liberté d'une certaine manière. Oui, absolument. Vous pouvez imaginer que vous vous trimbaliez tous les jours avec un gilet pare-balles et un bouclier dans la main. Évidemment que lorsque vous faites quelques centaines de mètres, vous allez être très éprouvé par le poids, bien que tous ces artifices vous donnent l'illusion du sentiment de sécurité. Mmh. Alors ce que je dis, c'est un peu fort, mais c'est pourtant la réalité. C'est-à-dire que tant qu'on place sa sécurité à l'extérieur de soi, sur des objets, sur des codifications, eh bien on est en réalité pas du tout protégé. Puisque tout ce contre quoi on se protège va attirer à lui communément la résonance qui va faire que cette protection va être brisée. Donc on va vivre une expérience à travers un individu ou un groupe d'individus qui va vouloir briser cette protection. Puisque là, le sens de la vie, comme je le rappelle, n'a d'autre but que de nous faire davantage devenir libres pour que nous puissions vivre progressivement un amour sans condition. Mmh. Qui dit sans condition, dit sans protection. Ça va de soi. Donc de quoi se protège-t-on, parce que c'est ça la question du jour. Eh bien en fait on se protège de ce que l'on considère comme une menace, de ce que l'on considère comme un potentiel danger. Et donc cette représentation n'est pas la même pour tous, puisque vous avez des personnes qui sont capables de s'élancer du haut d'une montagne et de les frôler avec une combinaison adaptée à cet effet, ou de s'élancer avec leur skate du haut des Alpes pour descendre une route alors que d'autres voitures montent en contresens. Et ces gens-là ne se sentent absolument pas menacés lorsqu'ils effectuent ce genre d'action. Certains les qualifient de professionnels et sont fascinés par leur prouesse, quand d'autres les taxent de fous et d'inconscients. Donc on voit bien que chacun va placer le curseur du danger, de la menace, selon son propre vécu et sa propre représentation du monde. Et ça prouve encore une fois que cela n'est pas fonction d'une réalité telle qu'elle est, mais d'une réalité telle qu'on la perçoit. Donc il y a toujours ce côté très relativiste dans ce qui est dangereux ou dans ce qui ne l'est pas. Toutefois, il y a des choses communément admises comme dangereuses. Par exemple, lorsque une personne vient à braquer une arme sur vous, il existe très peu de personnes sur Terre qui garderaient un sang-froid, arboreraient un sourire et taperaient sur l'épaule de leur agresseur en disant « Vas-y, tire ». Pour autant,
des personnes qui ont grandi comme ça dans des milieux très instables au niveau militaire, donc je pense surtout à des enfants à qui on a confié des armes très très jeunes. Pour eux, cela représente un jeu, et ils voient nombre de leurs pères mourir tous les jours, et pour eux, se retrouver avec une arme braquée, eh bien c'est une habitude. Une habitude comme nous irions acheter une baguette de pain. Ça peut paraître absolument fou, ce que je dis, mais les psychologues ont démontré qu'en fait, ce n'est pas de l'arme que nous avons peur, à proprement parler. Mais c'est parce que nous associons à l'arme pointée sur nous la sensation réelle de mort. Et donc, pour ces enfants, lorsqu'ils ont une arme braquée sur eux, parce qu'ils jouent avec toute la journée, vous comprenez bien qu'ils se sont acclimatés, accoutumés à se braquer des armes les uns sur les autres. Et donc, ils n'ont pas associé que arme égale mourir. Et que pour eux, même si c'est le cas, la mort ne représente pas quelque chose de terrorisant, puisque elle fait partie de leur quotidien. Donc ils ont une autre représentation du monde. Donc même pour quelque chose qui en apparence est pour 99,999999 des gens partagé, ça ne l'est pas pour une partie du monde dans lequel nous vivons. Donc la menace, le danger est relativiste, tout comme tout le reste. Chacun, dans son existence, a des défis à relever en fonction du vécu qu'il a engrammé et de l'héritage dont il a hérité, pour se rendre libre et donc dépasser ses propres peurs. Lorsqu'on a recours comme ça, sans cesse, à des assurances, des garanties, des fois qui se superposent, combien sont assurés 2 à 3 fois pour la même chose et n'en sont même pas conscients. Donc non seulement c'est parfaitement inutile d'être assuré plusieurs fois pour la même chose, mais en plus cela ne vous protège pas du danger, puisque la peur n'a jamais permis d'éviter le danger. Vous constaterez que tous les accidents du travail, de la vie, ont lieu lorsque vous n'êtes pas présent à ce que vous faites. Les sportifs de haut niveau le disent. À chaque fois qu'ils se blessent, c'est qu'ils sont en train de penser à quelque chose d'autre que ce qu'ils sont en train de faire. Les pilotes de course, les gens qui sont au travail, etc. La plupart des accidents ont lieu d'ailleurs à cet effet, donc c'est significatif, en début ou fin de journée, en début ou fin de semaine. Donc ce sont évidemment les temps où on est le plus fatigué, je vous l'accorde, mais ce sont surtout les temps où l'attention n'est pas totale, la présence n'est pas maximale. Et donc, en vérité, c'est lorsque nous sommes présents que nous pouvons véritablement nous prémunir du danger et que nous pouvons aussi secourir les autres. Parce que si mon enfant est à côté de moi et que je lui tiens la main, mais pas vraiment parce que je suis en même temps au téléphone et que je suis en train de penser à mes soucis du lendemain, eh bien, lorsqu'il va trébucher et chuter, je ne vais pas avoir le réflexe, la présence et la vigilance de pouvoir le rattraper, le retenir. Alors que si je suis dans une relation avec lui de présence, eh bien, il a énormément plus de possibilités pour que je puisse pallier aux conséquences de l'accident. Cette présence, elle peut être aussi échaudée par l'émotion. Hein. Si on est dans un état émotionnel particulier, ça nous fait sortir de cet état de présence, et c'est souvent dans ces cas-là que les accidents peuvent arriver. Que ce soit accident de la route ou des accidents bêtes, hein, se couper en cuisinant, ça peut être un moment où on a appris une nouvelle particulière, où on a une colère qui remonte après voilà un échange un petit peu costaud avec son partenaire par exemple, avec ses enfants, etc. Il est crucial au moment où on vit un petit drame là domestique, comme se couper avec un couteau, de s'interroger à ce moment-là sur la pensée et l'émotion, la sensation qui nous dominait, j'ai envie de dire, puisqu'elle prenait véritablement possession de nous, et qu'on était un peu soumis à cette sensation, et on s'aperçoit très souvent que on n'était pas à ce qu'on faisait,
Première chose. Et puis deuxièmement, que les pensées qui étaient nourries à ce moment-là, qui nous traversaient, n'étaient pas du tout des pensées de sérénité, des pensées aimantes, voilà. C'était des pensées qui étaient d'une certaine manière décentrées et qui étaient le produit d'un jugement de soi ou de l'autre. Et en fait, la vie, toujours dans son élan de rééquilibrage et donc d'amour, pour nous ramener toujours au centre, va nous conduire à ce petit accident, qui peut être plus ou moins grave selon les circonstances, pour nous permettre de revenir à nous. Donc à chaque fois que nous vivons comme ça un petit incident, plus ou moins grand d'ailleurs, eh bien ça peut être le cas lorsqu'on a un accident de voiture, on va être immobilisé parce qu'on a la jambe cassée. Ce temps va être le moyen pour nous de la vie de nous inviter à faire un point sur ce que nous avons fait, ce que nous sommes et ce que nous voulons être et devenir. Donc c'est parfaitement toujours à notre service. Et puis il y a les pensées aussi, quand c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que quand on est habitué à, par exemple, se faire mal, il y a des gens qui se font mal à répétition, et qui, du coup, ont développé aussi cette croyance que ils vont encore se faire mal, puisque ayant ce manque de présence, je dirais, à certains moments, où ces émotions, ou ces choses-là, ils se sont blessés une fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Il peut y avoir eu aussi des projections de peur, et puis finalement, ça devient comme une sorte d'habitude qu'ils entretiennent eux-mêmes avec leur « Oh, va falloir que je fasse attention parce que je vais encore me couper ». Oui, et c'est précisément cela qui fait que ils vont recourir à tout un tas de protections. Donc voilà, donc après, bien, ils vont aller se prémunir en achetant des gants, des lunettes, etc., etc., pour se protéger de la coupure, là en l'occurrence, dans l'exemple précédemment cité. Alors il s'agit pas de dire que tout à coup il faut rouler sans ceinture de sécurité à contresens sur l'autoroute. C'est pas ça que je suis en train de dire. Le bon sens veut que, effectivement, ces choses existant et la vie révélant son lot de surprises, et il ne s'agit pas là d'aller la défier en se disant ben voilà, moi je suis présent, donc à chaque fois que je suis présent, ben je sais qu'il peut rien m'arriver. Et il m'arrivera jamais rien, et voilà. C'est pas une posture ou une croyance à mettre à l'inverse, non plus. C'est simplement se dire, voilà, est-ce que je suis menacé? Par qui? Par quoi? Voilà. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Par exemple, puisque on a évoqué les protections physiques, on a évoqué ces éléments-là, mais j'aimerais qu'on aborde aussi toutes les protections qui consistent à dissimuler et à mentir. Donc aux autres et par conséquent à soi. À chaque fois qu'on met des codes de protection sur son adresse mail ou sur son téléphone pour que le conjoint ou qui sais-je n'y ait pas accès, de quoi se protège-t-on? Puisque si nous sommes parfaitement clairs dans ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons et ce que nous partageons, en quoi sommes-nous menacés que ces informations puissent être accessibles par l'autre? Je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir une intimité. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais si cette intimité est parfaitement alignée avec ce que nous sommes et les sentiments que nous éprouvons pour la personne avec qui on partage notre vie, alors il n'y a aucune raison véritable de dissimuler cela. Ce processus, il n'a pas à se faire d'un coup. C'est pas je dissimule des choses et puis tout à coup je laisse accessible tout et puis je montre ma vie, j'expose ma vie à l'autre. C'est pas ça qui nous est demandé. C'est de nous dire, voilà, si je dissimule ça à mon partenaire, c'est que je suis peut-être pas tout à fait clair avec la relation que je partage avec la voisine. Et ça, c'est une invitation à se dire, ben voilà, pourquoi j'ai besoin de dissimuler, masquer, camoufler
enjoliver cette chose. Quelle est la part de moi qui, dont je ne suis pas fier, en réalité. Et cette part, eh bien, pour pouvoir de nouveau se montrer clair et droit dans ses bottes avec ce que l'on vit, eh bien, il s'agit d'aller l'aimer et lui accorder beaucoup d'amour et d'attention. Et petit à petit, ce jardin secret qui va générer en fait tout un tas de mensonges, hein, puisque comme un jardin, on le cultive en fait, on cultive son jardin secret. Et lorsque l'on ment à quelqu'un, en réalité, on dit souvent que l'on se ment à soi-même, mais surtout, dans le même principe que précédemment évoqué de loi de cause à effet, notre partenaire va un jour, à son tour, nous mentir. Peut-être pas pour les mêmes raisons, peut-être pas pour les mêmes circonstances, mais tout ce que l'on fait à l'autre, on se le fait à soi. Donc il y aura forcément à un moment donné un retour par effet de miroir de l'univers qui nous répond, et donc c'est une incitation là aussi à arrêter, dans la limite de sa capacité adaptative bien sûr, à mentir et à dissimuler. Il s'agit pas pour nous ici d'être moralisateurs, hein, simplement d'expliquer les conséquences de ce à quoi on s'expose lorsque on estime et considère juste et parfaitement normal que de maintenir une sorte de flou, quoi. Sous couvert de préserver une intimité. D'ailleurs, quand tu dis que notre conjoint peut à son tour nous mentir, ça peut aussi revenir par un autre biais. Ça peut être aussi un mensonge qui peut venir, du travail. Voilà, qui peut venir par une autre personne ou un prochain conjoint, par exemple, ou son enfant, enfin quelque chose, voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément directement lié avec ce mensonge, en fait. Oui, parce que l'information, elle se disperse dans l'univers et que elle va rencontrer évidemment un protagoniste du décor qui va nous renvoyer en écho ce que nous avons semé. C'est une chose dont, à mon sens, il est important d'avoir en tête si effectivement on souhaite aller vers davantage de conscience et de vérité. J'aimerais qu'on évoque tout ce qui relève des garanties liées aux assurances, qui, de la même façon, pour certaines qui sont obligatoires, hein, comme je le rappelle l'assurance auto, nous donne la certitude d'être que nos biens et que les personnes sont protégés. Il y a un écueil très fort à cela. C'est que lorsque vous vous sentez parfaitement en sécurité, eh bien, vous sortez de la présence, puisque vous ne faites plus attention. Vous savez que on va vous rembourser votre véhicule à l'identique, donc c'est pas si grave s'il est rayé, hein, puisque j'aurai le même. Et on va aller prendre notre carte, la fameuse carte en or, pour ne pas la citer, qui fait des miracles et qui va nous permettre en cas d'incident, de récupérer l'intégralité des dégâts causés. Donc on voit bien qu'aussi, il y a une forme de déresponsabilisation qui est engendrée par ce sentiment que crée la garantie. Et ça, participe de vivre des expériences qui viennent renforcer et valider le fait que on a bien fait de se protéger. Parce que si j'avais pas fait ça, t'as vu que on serait bien embêté. Ouais, on serait bien embêté. Dans ce genre de raisonnement, c'est terrible. Parce que la vie vient conforter notre croyance. C'est-à-dire que tout l'univers concourt et participe à nous donner raison. Donc, on se sent... Il y a des habitués au cambriolage, du coup. Hein. Oui. Comme il peut y avoir des habitués à la panne, des habitués à l'accident, des habitués à tout un tas de choses, et qui se félicitent, par votre conséquence, d'avoir souscrit, d'avoir anticipé. Voilà. La vie ne demande pas d'anticiper, la vie nous demande d'être présent.
Donc le présent, c'est ici et maintenant. Et à chaque fois que l'on anticipe et projette un éventuel incident dans le futur, eh bien, on concourt à le créer. Est-ce qu'on veut fonder sa vie sur le fait de se gargariser, de s'être prémuni et témoigner de cela aux autres, ou est-ce que on veut véritablement vivre sa vie dans la présence et la fluidité? Puisque si nous n'émettons aucune peur du danger, il n'y a pas de raison que l'on vive cela. Il y a toutefois une mise en garde à faire, c'est que nous ne sommes pas toujours conscients des pensées qui émanent de notre esprit. Et donc, c'est souvent la part inconsciente, en fait, qui génère des incidents regrettables. Donc, l'invitation aussi, c'est d'être présent à nos pensées. Il y a des pratiques telles que la méditation, telles que l'écoute pure, tout un tas d'autres qui ne sont ni à promouvoir ni à dénigrer. Chacun a sa méthode et c'est bien ainsi. Aucune technique, à mon sens, ne prévaut sur une autre. Mais il y a des outils nombreux qui permettent de revenir à cet état de présence pour cultiver une conscience pleine qui permet d'éviter la création, la survenue d'événements liés à l'émanation de notre inconscient qui peut nous téléguider vers des catastrophes. Finalement, si je comprends bien, de quoi se protège-t-on? En fait, on se protège de ses peurs, tout simplement. En souscrivant, en mettant des codes, des alarmes, on se prémunit contre le fait de sentir la peur en soi. Oui, et c'est très juste, puisque je crois que nous l'avons déjà évoqué, nous avons peur de la peur. C'est parce que nous avons peur de ressentir la peur à l'intérieur de nous que nous créons un système dans lequel, en fait, il y a tout un tas d'artifices de confort et de sécurité. Mais comme je l'ai déjà précédemment évoqué, dès que l'on se protège, on attire à soi tout, par effet donc électromagnétique, tout ce contre quoi on se protège. C'est la raison pour laquelle le jeu du gendarme et du voleur, c'est un jeu, tant qu'on n'y mettra pas fin, eh bien, existera toujours. C'est la raison pour laquelle le jeu du voleur et du volé continuera encore. Et c'est ce qui différencie la personne qui souscrit une assurance parce que c'est obligatoire, mais elle n'y met pas forcément de peur, ou elle le fait de façon complètement détachée, neutre. Parce qu'on peut quand même souscrire. Moi personnellement j'ai des assurances, il n'arrive pas d'accident particulier, et les personnes qui le font depuis cet espace de peur en fait. Et qui font reposer effectivement toute leur sécurité sur cela. Il y a même des gens qui jouent de ces assurances, puisque ils vont eux-mêmes brûler, vandaliser leur propre établissement, structure ou maison pour pouvoir percevoir la prime. Donc voilà, on a des gens qui se prémunissent par peur, d'autres qui vont au contraire... Oui, c'est le revers de la médaille, quoi. Donc il nous est demandé petit à petit de sortir de cette illusion, d'autant que plus le monde va vers ce chaos, qui est notre premier sujet du premier podcast, je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas présents, plus le monde va s'extrémiser sous l'effet de l'augmentation de la vibration et de la peur, c'est-à-dire de ne pas vouloir venir dissoudre en soi ce qui nous effraie. Puisque lorsqu'on est effrayé par quelque chose, eh bien c'est ce qui nous fait avoir un comportement réactif et on va réagir à quelque chose de manière spontanée et désordonnée, et ça va entraîner une conséquence toujours plus grande. Et c'est la raison pour laquelle le monde se polarise, s'extrémise de plus en plus. Et on peut imaginer clairement que, compte tenu de cela, il va y avoir de plus en plus d'incidents et de phénomènes donc
tragiques qui vont devoir susciter le recours à ces fameuses assurances qui, à un moment donné, vont jamais être suffisamment solides, puisqu'il va falloir toujours que la prime versée soit toujours plus grosse, parce qu'il y aura toujours de plus en plus de gens en tribunal, d'accidents de voiture, de violences, etc., etc. Les assureurs ne vont pas pouvoir suivre, puisque chacun sait comment fonctionne un système d'assurance, hein, il y a des cotisants, et lorsqu'il y a un incident, eh bien, l'assureur vient rembourser le cotisant. On peut imaginer que dans un monde où à un moment donné, c'est un peu chaotique, eh bien, la compagnie ne soit pas en capacité de rembourser ses souscripteurs. Et par conséquent, si on a placé toute sa sécurité sur ces systèmes-là, eh bien, ce jour où ça s'arrête, vous pouvez imaginer que pour ces personnes, la chute brutale représente le fait que votre Mercedes à 80 000 €, eh bien, elle est foutue, et qu'on va pas vous la rembourser. Oui, et puis ça implique que il peut y avoir d'autres choses, c'est-à-dire que si la sécurité est basée sur l'extérieur, il y a la Mercedes et puis peut suivre la maison, peut suivre sa propre santé, hein, parce qu'on on assure entre guillemets sa santé aussi. Quand on est c'est l'assurance maladie. Voilà, l'assurance maladie, c'est-à-dire que on peut tout à fait en conscience être un gros fumeur ou boire de l'alcool ou se dégrader la santé, je dirais au vu et au su de tous. Et compter sur cette assurance maladie pour venir ensuite nous apporter les soins nécessaires à notre survie. Oui. Donc tout ça peut s'écrouler aussi comme un effet de domino un peu. Et donc forcément si la sécurité n'est pas intérieure, l'être peut vraiment se désintégrer d'une certaine façon dans ses peurs. Absolument. Puisque plutôt que de l'avoir fait dans un choix pris en conscience, celle d'aller dissoudre cette peur, il va se retrouver tout à coup à la vivre par le fait que le bouclier qui faisait rempart entre lui et cette peur tombe soudainement. Donc ça peut être brutal et violent. C'est intéressant que tu parles du système de santé, puisque je parlais des assurances précédemment, mais il s'agit d'une hypothèse, hein, évidemment. Mais on a un vrai cas d'école qui s'est produit lors de la crise sanitaire précédente, avec effectivement des problématiques pour accueillir les personnes en milieu hospitalier lorsque il y avait les pics pandémiques. Donc là, on a bien vu que effectivement le système tel qu'il est conçu a ses limites. Il faudra combien de crises, alors, sanitaires ou autres, hein, peut être économiques, sociales, financières, pour que l'on puisse prendre conscience que lorsque on fait reposer comme ça sa sécurité sur l'extérieur, eh bien en réalité on fragilise non seulement sa propre personne, mais tout le collectif. C'est là où c'est beau aussi de voir que en reprenant sa souveraineté à ce niveau-là, son autonomie, petit à petit, comme je le disais, pas à pas, sans vouloir être dans cette idée que on a besoin de rien et de personne. En reprenant cela, on est aussi au service des autres, puisque par l'exemplarité que l'on incarne, c'est une invitation aussi aux autres à faire de même, mais aussi on fait moins supporter une charge sur l'ensemble du système, déjà fragilisé. J'insiste vraiment sur le fait que il s'agit pas encore une fois d'une posture. Se sentir en sécurité, c'est pas se raconter qu'on est en sécurité. Il s'agit pas non plus de dénigrer un système. C'est pas ça le propos aujourd'hui, et ça ne sera jamais ce propos-là. Puisque nous sommes tous que des hommes et des femmes, et les hommes et les femmes qui travaillent dans les assurances, les banques, les systèmes de maladie, de santé, sont pas à la fois responsables du fait que nous ayons eu comme proposition en France, en tout cas, la possibilité de s'en remettre sans prendre sa responsabilité. Notre responsabilité d'assumer pleinement notre santé
et notre sécurité et tout le reste. Donc lorsque l'on décide de réintégrer pleinement cette présence et cette souveraineté, il ne s'agit en aucun cas d'aller pointer du doigt ou dénigrer ce système-là. Ce système-là, il continue et il continuera à sauver des vies. Personne ne peut prétendre avoir besoin d'une chirurgie à tout moment, d'aller aux urgences, et donc il faut être dans une attitude de gratitude. Enfin, en tout cas, c'est peut-être fort comme invitation, mais c'est que dès qu'on considérerait que ce système nous a infantilisés, nous a amené vers une forme de déresponsabilisation, eh bien, on ne grandirait pas. Et l'expérience nous le prouverait en nous montrant qu'un jour, nous devrions y recourir. À ce titre, j'ai une expérience à partager qui n'est pas personnelle, mais que j'ai entendue. C'était une femme qui assistait à un stage dans lequel un enseignant expliquait les bienfaits de boire son urine. Alors, encore une fois, on y croit pas, on le fait pas, c'est dégoûtant, pas dégoûtant. Il s'agit pas ici de nous de dire si c'est bienfaiteur ou malfaiteur. Mais cette personne avait dit à l'enseignant, à l'issue de son cours, plutôt mourir que de boire mon urine. Eh bien, quelques semaines plus tard, elle faisait un voyage dans le désert, elle s'est retrouvée perdue. Et elle a été amenée à devoir boire son urine. Et cela lui a sauvé la vie. Elle est donc retournée voir cet enseignant pour le remercier, pour lui avoir enseigné tout ce que l'urine pouvait lui apporter. Donc ça, c'est le côté joyeux et heureux de l'histoire. Mais ce qu'il faut retenir de cet enseignement, c'est qu'à chaque fois que l'on condamne avec fermeté une pratique parce que soi-même nous ne sommes pas attirés, que ça nous parle pas, que c'est pas ce qu'on a envie de vivre, eh bien on va se retrouver à devoir être confronté à cette même expérience que l'on condamne. Encore une fois, c'est la vie qui, dans son ironie du sort, nous invite à une plus grande ouverture et un plus grand amour de la pluralité que nous propose l'univers. Eh bien, je te remercie, Clément, pour cet éclairage toujours aussi éclairant. Merci à tous pour votre écoute, et puis à une prochaine fois pour un autre podcast. Merci Julie. Au revoir. À tout bientôt. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par Les Voix de l'Esprit, incarnées par Julie et Clément. Nous sommes très heureux de partager ces émissions avec vous et nous vous remercions infiniment pour votre écoute. Si cela résonne avec votre aspiration à voir notre humanité converger vers un monde plus libre et plus unifié, nous sollicitons votre participation consciente pour permettre le déploiement de cette vibration. Nous nous réjouissons de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode et nous vous souhaitons de joyeux moments.